Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est là jusqu'à 9h, mais pour le moment, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Antoine Kiffer, il est responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan et il est avec nous en direct en ce lundi matin pour parler politique et je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, merci aussi à vous. Alors, on va parler politique et on va parler de beaucoup de choses, car il y a beaucoup de choses à dire en ce début de semaine avec un nouveau gouvernement. Ça ne vous aura pas échappé, j'imagine. On va en dire un mot tout à l'heure. Et on parle de bascule à droite de ce gouvernement. Bascule à droite qui est réel avec 8 ministres qui sont étiquetés à droite. Est-ce que pour vous, c'était une bonne nouvelle, finalement, que le gouvernement bascule à droite ou finalement, ça ne va rien changer ? Ils ont réussi un formidable mouvement avec Gabriel Attal de contorsionnisme et d'illusionnisme. Gabriel Attal est issu du Parti socialiste. Non, c'est un gouvernement qui continue sur la base de l'échec. Quasiment la moitié du gouvernement reste en place. Dupond-Moretti reste en place, Darmanin reste en place, et beaucoup d'autres ministres qui ont tous échoué dans les domaines dans lesquels ils sont. Eh bien, les Français, je pense, n'ont pas beaucoup à attendre de ce nouveau gouvernement qui, pour l'autre moitié, concerne des personnes qui sont de toute façon dans l'entraille de l'appareil d'État et que, évidemment, les gens ne connaissent pas forcément tout de suite, mais qui sont aux responsabilités déjà depuis plusieurs années parce que les macronistes sont au pouvoir depuis presque maintenant 7 ans. Et effectivement, les échecs qui sont les leurs, c'est eux-mêmes qui en parlent le mieux. Voilà, il y a eu malencontreusement des boulettes politiques. On le voit au niveau communication qui ont été faites par Amélie de Montchalin, qui parle très bien de la santé. Voilà, on a vu Gabriel Attal grincer des dents à côté parce qu'elle avait évoqué que les gouvernements précédents avaient fait un travail absolument catastrophique et il se trouve que Gabriel Attal était secrétaire auprès de Marisol Touraine qui était ministre de François Hollande. Tiens. Comme Emmanuel Macron était également conseiller de François Hollande précédemment. Donc voilà, nous avons aussi la boulette sur l'éducation nationale où la ministre qui a le droit de mettre ses enfants dans le privé, mais qui a tapé sur son premier ministre qui était précédemment ministre de l'Éducation nationale et qui a tapé sur l'éducation publique et le manque de personnel pour effectuer les heures. Voilà, d'où le fait d'avoir mis ses enfants, voilà. dit-elle. Donc les macronistes parlent eux-mêmes le mieux de leur échec. Donc oui, elle a mis ses enfants dans le privé, a-t-elle dit à Amélie Oudéa-Castéra, s'excusant d'avoir pu blesser. Ce sont les termes qui ont été employés. Des super ministères, justement, ministère de l'Éducation, des Sports, des Jeux Olympiques. On a un resserrement avec moins de ministres, mais des ministères à périmètre élargi. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ou Oui, c'est une bonne idée. Compte tenu du nombre d'échecs qu'ils ont, il vaut mieux réduire le nombre de ministères pour réduire le nombre d'échecs. Oui. Voilà, écoutez, on le prendra comme ça, avec un phénomène quand même qui a été relevé par les observateurs de la vie politique, c'est le fait d'opposer deux jeunes, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, avec peut-être l'idée aussi de contrer la montée assez importante de Jordan Bardella. Jordan Bardella, jeune aussi en politique, on le dit Premier ministrable, certains parlent même de présidentiable. Est-ce que pour vous, ça va changer la stratégie aussi du Rassemblement national face à ce nouveau ministre, jeune ministre, ce jeune Premier ministre ? Non, parce qu'il y a une différence qui est quand même colossale. C'est que nous sommes une force de proposition, de stabilité, avec des convictions. Et comme on le voit, Gabriel Attal est un ministre communicant. Les gens vont s'en apercevoir au fil du temps. Qui, à son arrivée, dès ses premiers mots, a parlé avec les argumentaires du Rassemblement national et de Jordan Bardella. Il pique les idées en quelque sorte. Il sait très bien qu'en parlant comme le Rassemblement national, c'est quelque chose qui amène à
à avoir une bonne notoriété, parce que nous avons les solutions aux problèmes des Français. Maintenant, Gabriel Attal est issu du Parti socialiste. Il parle comme Jordan Bardella. Et on le voit, il arrive à faire des numéros de contorsionnisme à tel point que même lorsqu'il est sur le terrain, il arrive à justifier que la loi immigration qui était censée durcir les entrées au sein du territoire va finalement permettre d'accueillir encore plus de monde. Voilà, de ça c'est du contorsionnisme politique et je pense que nous ne sommes qu'au début et les gens vont pouvoir voir ces formidables capacités de contorsionnisme au Premier ministre actuel. Avec en ligne de mire aussi les élections européennes du 9 juin prochain, avec des enjeux importants pour le RN, dont on dit qu'il pourrait sortir gagnant de ces élections, en tout cas au niveau français. Beaucoup de jeunes ont aussi décidé de se tourner vers le RN. Est-ce qu'il y a un phénomène Bardella en un mot aussi ? Il y a un phénomène, je dirais, global, Rassemblement national, parce que c'est un travail au niveau du siège de nos cadres, évidemment, de Marine, de Jordan. C'est un travail de terrain aussi, que nous effectuons souvent et avec beaucoup de sérieux, de nos élus régionaux, de nos conseillers municipaux. Et c'est un travail global qui fait qu'effectivement les gens nous aperçoivent tels que nous sommes et avec le programme et les propositions que nous avons. De plus en plus de jeunes effectivement nous rejoignent, on le voit surtout au niveau des adhésions, il y a des pics qui sont assez conséquents et inédits au niveau des adhésions jeunes. Et puis les sondages sont là, malgré le nouveau Premier ministre, eh bien, les sondages ne bougent pas. Donc en fait, c'est vraiment une bulle d'air, cette nomination. C'est pour pouvoir éventuellement gagner du temps, peut-être reculer cette impression de frein et de crispation au sein de l'exécutif. Mais non, ça ne change pas beaucoup. Et d'ailleurs, les Républicains nous ont fait assez rire sur un sondage qui avait été réalisé sur les jeunes. Ils étaient en tête face à l'exécutif et à l'extrême gauche. Ils étaient en tête à 12% et nous avons fait un dézoom de ce sondage. Ils sont à 12% en tête, mais nous sommes, devant à 31% dans les sondages. Ce ne sont que des sondages, mais on voit bien qu'un tiers des jeunes qui souhaiteraient voter aux élections européennes voteraient pour le Rassemblement national et Jordan Bardella. Et puis, de manière générale, on voit très bien que les sondages sont exactement, tout âge confondu, sont similaires. Alors on parlait de virage à droite tout à l'heure de ce nouveau gouvernement qu'on a nommé Attal 1, certains plus mauvaises langues ont dit Sarkozy 4, ce nouveau gouvernement qui attrape dans ses filets une ministre de la Culture qu'on n'attendait pas, en la personne de Rachida Dati. Oui, qui parle elle-même très bien d'elle, si on fait un petit flashback. C'était il y a 1 an, lorsque nos députés sont arrivés à l'Assemblée nationale. Il y avait évidemment nos cadres qui allaient sur les plateaux télé et Jordan Bardella était face à Rachida Dati. Et à ce moment-là, Rachida Dati était une républicaine convaincue, une LR convaincue. Et Jordan avait prédit qu'elle se plierait certainement à la majorité, certainement dans des calculs politiques pour accéder à la mairie de Paris, éventuellement élargir son électorat. Et elle lui avait dit qu'elle serait la béquille du gouvernement et de l'exécutif. Et évidemment, elle avait répondu avec une phrase formidable qu'elle n'avait pas une tête de béquille. Eh bien voilà, nous avons une ministre aujourd'hui qui a une tête de béquille. On va parler un petit peu plus largement aussi de la loi immigration. On sait que le Rassemblement national a espéré beaucoup sur cette loi immigration qui finalement se retrouve aujourd'hui examinée par le Conseil constitutionnel. Si demain, par exemple, le Rassemblement national arrive, alors là on va se projeter très loin, en 2027, à la tête de l'État, est-ce qu'il y aura une nouvelle loi immigration ? Est-ce qu'on fera table rase de cette loi ou est-ce qu'on ira vers un référendum finalement pour demander aux Français ce qu'ils en pensent ?
Alors effectivement, il y aura à la suite d'un référendum qui sera proposé aux Français sur l'immigration, tout un panel de lois pour pouvoir répondre à l'attente des Français, puisque vous le savez, les Français dans les sondages s'expriment et sont quasiment à 80% opposés à une immigration supplémentaire en France. Donc oui, il y aura des lois qui seront mises en œuvre. Concernant la loi qui a été actée, nous avons pu apporter quelque chose d'assez inédit, sur lequel nous avons été décriés pendant de très nombreuses années, pour lesquels on nous disait que c'était impossible, que ce n'était pas normal, que nous ne devions pas promouvoir cela. Il s'agit de la priorité nationale qui est inscrite dans cette loi. Et effectivement, le Conseil constitutionnel est en train d'étudier l'ensemble du texte, mais c'est une avancée politique majeure sur l'idéologie et notre mouvement et ce que nous pouvons apporter aux Français. Donc effectivement, le grand pas, c'est effectivement dans cette loi l'apport de la priorité nationale. Alors les Français aujourd'hui sont inquiets, ils sont inquiets par l'inflation qui a légèrement diminué, mais pas tellement finalement, par l'augmentation de quelques produits de première nécessité, alors que les négociations entre la grande distribution et les producteurs se poursuivent. Aujourd'hui, on se retrouve face à une grande crise aujourd'hui en France, avec le coût de la vie qui augmente, des gens qui ont des difficultés à se déplacer, à payer leur énergie. On attend aussi un petit peu le Rassemblement national sur ces dossiers importants qui concernent directement les Français, une forme de politique sociale finalement. Alors il y a deux choses, il y a une vision stratégique et économique et ensuite il y a la mise en œuvre de toutes sortes de décisions qui peuvent alléger le poids de la vie chère pour les Français. Il y a une vision globale. Cette vision globale sur laquelle nous combattons l'exécutif, sur laquelle nous combattons les républicains, parce que les républicains, comme l'exécutif actuel au niveau de l'Union européenne, votent les mêmes choses main dans la main. Pour le coup, voilà pourquoi nous disions il y a un an que nous prédisions pourquoi certains LR allaient rejoindre la majorité, comme Rachida Dati. Il y a le problème de l'énergie, le marché européen de l'énergie, l'AREN, qui oblige, par exemple, notre production nationale d'électricité à vendre, à brader, c'est-à-dire à vendre à perte, 25% de sa production pour permettre à des entreprises privées de pouvoir vendre l'énergie aux particuliers. On marche sur la tête. Le marché européen d'électricité a fixé également le prix de l'énergie sur la base du produit le plus cher, qui est aujourd'hui le gaz. Donc l'énergie que nous produisons à bas coût grâce à notre énergie nucléaire, nous ne pouvons même pas nous la vendre à nous-mêmes au prix que nous la produisons. Nous sommes obligés de nous baser sur le prix qui a été fixé sur le produit le plus cher, qui est le gaz, avec ce que l'on connaît comme conflit et l'augmentation du prix du gaz. Et les taxes également qui vont être rattrapées avec et les taxes, cette effectivement, augmentation de 10% en février. Vous augmentez le prix de l'électricité ou de toutes sortes d'énergie, vous avez derrière les taxes qui sont en proportion, en pourcentage, qui augmentent au même titre que le prix indiqué. Et c'est pour cela que, en ce sens, nous proposons une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité de 5,5 à 0 et sur un panier de première nécessité pour les courses de 100 produits d'hygiène et alimentaire et effectivement la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est-à-dire le gaz, les carburants et le fioul. Tout ça, c'est une vision, mais il y a aussi une vision économique, c'est-à-dire qu'au niveau alimentaire, on ne peut pas dire aux gens qu'ils vont payer moins cher si en même temps, on le voit avec les manifestations en Allemagne, mais aussi en France des agriculteurs, si en même temps l'Union européenne dit à nos agriculteurs il va falloir produire moins, donc effectivement si on produit moins, il y a moins d'offres, il y a les prix qui augmentent,
et le coût de la vie augmente également. Nos exportations baissent et les entrées d'argent au niveau national baissent également. Et notre PIB dégringole, et on le voit aujourd'hui quand on prend des exemples. Eh bien, nous sommes au niveau de notre richesse nationale à l'équivalence du 48e État des États-Unis. 48e État des États-Unis. Pas des États-Unis. Le 48e État des États-Unis. Avec un cri, vous l'avez dit à l'instant, Antoine Kiefer, le cri de colère des agriculteurs allemands. On les a vus défiler. Bon, ça a mis un peu de temps à arriver dans nos médias ici en France, mais on les a vus défiler en masse. C'était très impressionnant en Allemagne, à Berlin en particulier. Les agriculteurs européens souffrent, les agriculteurs français aussi. Il y a eu plusieurs mouvements, on l'a vu ici, à l'instar des jeunes agriculteurs qui ont retourné les panneaux. Exactement. Le monde marche sur la tête. C'était un petit peu l'idée de ce retournement de panneaux d'entrée de ville un peu partout en France. Aujourd'hui, l'agriculture est presque en péril. Est-ce que là aussi, le Rassemblement national a des réponses ? L'agriculture est en péril. Et ça fait déjà plusieurs années qu'elle l'est. Aujourd'hui, on arrive à un stade qui est très critique. Nous avons un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Nous n'avons pas suffisamment de repreneurs pour les exploitations. Et puis, en plus de tous ces problèmes, nous avons les décisions de l'Union européenne, à nouveau celles de l'exécutif macroniste et de l'ensemble de ses béquilles. Ces décisions sont la concurrence internationale déloyale, c'est-à-dire que nous faisons entrer dans le marché européen des produits qui ne respectent pas nos normes sanitaires, environnementales et économiques. Et nous mettons en concurrence des agriculteurs qui ne respectent pas cela, avec des normes que nous imposons à nos propres agriculteurs. On leur dit, vous produisez de telle façon, avec telles normes et telles exigences, mais par contre, on fait entrer d'autres produits qui sont moins chers. Alors vous étonnez pas, comme les Français ont très peu de moyens, qu'ils préfèrent acheter peut-être cela, qu'ils n'ont pas forcément le choix et qu'ils achètent cela. Donc il y a une distorsion qui est créée par des décisions au niveau de l'Union européenne. Et puis il y a cette décision qui est absolument invraisemblable, comme j'ai dit, de la baisse de production avec le plan de la ferme à la fourchette, qui demande à notre production européenne de baisser, et tout en faisant entrer des produits importés. Alors, on peut parler aussi d'écologie, parce que ces produits sont apportés par avion ou par cargo, alors que nous pourrions les produire chez nous, à proximité, et permettre aux Français d'avoir des prix et une qualité qui soient convenables. On a oublié un peu le circuit court dans la bataille. Donc nous, ce sont nos propositions, ce sont cette vision de circuit court, d'indépendance alimentaire que nous souhaitons, et la conservation de cette agriculture familiale française qui puisse être rémunératrice, et que les gens puissent vivre correctement de ce métier, de ce beau métier qui entretient nos paysages et qui entretient notre santé. Alors, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, on a bien compris, ce serait les chevaux de bataille de la campagne des Européennes à venir, en tout cas pour le Rassemblement national. Souveraineté énergétique aussi, on a pu le voir sur l'usine éolienne de Saint-Nazaire, qui il y a quelques jours fêtait ses 1 an de production, où il y a pour l'énergie des aberrations comme la mise en place et l'accélération, puisque Emmanuel Macron l'avait dit il y a quelques semaines auprès des pêcheurs, ne vous inquiétez pas, nous mettons des parcs éoliens en mer, mais il y aura une contribution financière pour vous sur la production énergétique. J'avais dit à ce moment-là, oui, mais comme elles ne produisent pas ce qui est censé produire, ils n'auront pas forcément beaucoup d'aide. Et effectivement, nous voyons que l'usine de Saint-Nazaire ne produit que 30% de sa capacité. Alors, en corrélation, quand elle ne produit que 30% de sa capacité, mesdames, messieurs, vous qui nous écoutez, il faut pallier 70% de production. Ces 70% de production, puisque, comme hier, nous étions avec un temps anticyclonique, un froid, il n'y avait pas de vent, les éoliennes ne tournaient pas, nous étions exactement à
à 2% de production au niveau national et 7% de capacité. Eh bien, nous devons pallier avec du gaz ou du charbon. Et nous rouvrons des centrales à gaz et à charbon en France en 2023, alors qu'elles étaient censées fermer. Et cette électricité produite, donc intermittente, produite très chère, puisque subventionnée pour son installation, est rachetée 3 fois plus cher que la production de nos centrales hydroélectriques. Centrales hydroélectriques et centrales nucléaires. Il faut revenir, il faut redonner une impulsion au nucléaire, selon vous? Il faut redonner une impulsion, il faut relancer les projets qui ont été abandonnés tels que le projet Astrid. Il faut effectivement il faut redonner notre indépendance à la production énergétique et il faut, je pense, oublier cette production intermittente qui est très coûteuse, qui détruit nos paysages et qui détruit notre économie, on le voit avec la pêche artisanale. Donc cette énergie intermittente telle que l'éolien n'est pas viable et on le voit pourtant, hein, nous allons combattre cela sur le terrain, comme par exemple nous l'avons vu il y a très peu de temps, il y a quelques jours à Quintenik, ils souhaitent mettre en place un projet éolien. Nous allons rencontrer les habitants, rencontrer les élus et effectivement si ils n'ont pas forcément compris le danger ou le côté désastreux de la production énergétique éolienne, eh bien nous allons leur expliquer, nous allons les convaincre de ne pas appliquer ce projet. Voilà, Quintenik, c'est dans les Côtes-d'Armor. Je le précise pour nos auditeurs qui nous écoutent très loin. Ces enjeux pour les européennes à venir, alors qu'on dit que la France est... Alors, un sondage qui est sorti il y a quelques temps, que la France est à droite. C'est bien ça pour le Rassemblement national ? La France est à droite ou la France est à gauche. On est de France. En réalité, il y a des gens de gauche, des gens de droite, ce sont des sensibilités, mais qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui. Regardez le gouvernement actuel, par exemple. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, ils pensent tous la même chose. Ils exécutent exactement la même politique. Effectivement, nous avons un duel aujourd'hui qui est plutôt du camp des patriotes, des nationaux et du camp des mondialistes comme les macronistes. Est-ce que voilà, ça ne nous sert ni ne nous dessert. Est-ce que le RN finalement a tendance aujourd'hui à prendre un peu la place de la droite républicaine des LR? Pour faire simple, est-ce que le RN est amené à remplacer LR à plus ou moins long terme? En matière politique, j'entends. En matière politique, le Rassemblement national, alors on le voit, hein, c'est comme ça, c'est un constat. Le Rassemblement national est voué à remplacer les anciens partis politiques, tels que le PS et les Républicains. Et le parti Renaissance est voué à remplacer le PS et les Républicains. Sauf que le parti Renaissance est un parti mondialiste et le Rassemblement national est un parti patriote. Donc il y a un nouveau duel qui n'est plus de gauche ou de droite, mais qui est de France ou de nulle part. Une question aussi qui se pose ici en Bretagne, c'est le logement. Alors on en parle un peu partout en France et on en parle aussi en Bretagne. Les difficultés de ceux qui travaillent, qui vivent en Bretagne et des jeunes qui s'y installent à pouvoir s'y loger. Est-ce que là aussi il y a un grand plan à imaginer dans les années à venir? Alors on a entendu beaucoup de choses. Hein, on a eu des notes de l'UDB, on a eu également des réflexions autour de diverses possibilités pour garantir le logement en Bretagne. Est-ce que là aussi ça préoccupe le Rassemblement national et c'est un de vos chevaux de bataille aussi? Oui. Ça l'était également aux précédentes élections départementales où j'avais fait des propositions en ce sens. Oui, c'est un problème. J'y suis moi-même confronté. J'habite en bordure une commune littorale. Effectivement, nous avons eu énormément de difficultés pour se loger. Les gens de ma classe, de ma génération, la moitié d'entre eux, oui, je pense que la moitié d'entre eux sont partis au-delà de la RN12.
parce qu'il n'y avait rien en logement locatif de disponible, ou alors il y avait des logements en vente qui étaient beaucoup trop chers. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est un énorme problème. Alors effectivement, il y a des décisions qui amènent à cela. Il y a la crise Covid qui a peut-être fait en sorte que les citadins se sont rendus compte que la vie en ruralité était quand même agréable et donc ont acheté des résidences secondaires qui parfois sont des résidences semi-principales où ils arrivent à faire du télétravail et où ils font fonctionner l'économie locale. Par contre, il y a des problématiques que les politiques ont eux-mêmes créées. Ils ont misé ces dernières années, surtout les socialistes, sur le tourisme. Le tourisme, ça engage à certaines choses. Ça engage à la promotion de nos formidables côtes, de notre patrimoine et à faire venir de plus en plus de personnes qui achètent effectivement des biens. Alors on ne peut pas interdire les gens d'acheter des biens, c'est pas possible. Par contre, on peut accompagner une politique pour faire en sorte que les gens puissent se loger. Et c'est ces propositions, par exemple, que j'ai mises en place, enfin que j'ai proposées aux élections départementales, c'est quelque chose d'un mécanisme assez simple. Les communes ou les intercommunalités ont le droit de préemption. Elles ont aussi le droit de construction, logements sociaux, ainsi de suite. Eh bien, il y a cet formidable outil qui est la vente à terme que les institutions publiques ont le droit de faire. Il s'agit d'acheter ou de construire un bien et de le revendre et de choisir qui peut acheter ce bien. Eh bien, c'est formidable, puisque c'est exactement ce dont on a besoin pour nos locaux, nos jeunes qui souhaitent se loger sur place et travailler sur place. Parce que le problème aussi, ce n'est pas que le logement. Derrière, il y a les emplois, nous le voyons. Plus les gens se délocalisent des côtes, plus les entreprises sur les côtes ont du mal à trouver des personnes pour travailler. Donc c'est un énorme problème. Et effectivement, la région Bretagne, les socialistes qui étaient au gouvernement ces précédentes années ont une responsabilité gigantesque en cela. Donc nos propositions étaient pour le niveau local, en ce sens, comme j'avais fait aux élections départementales. Et au niveau national, nous avions également d'autres propositions sur la natalité et une proposition également d'une aide de 100 000 € pour l'achat d'un bien, le premier achat d'un bien pour un couple de moins de 30 ans et qui serait non remboursable à partir du 3e enfant. Donc, proposition natalité, proposition logement. Et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter, Antoine Kiefer, car il est déjà l'heure de clore cet entretien. Antoine Kiefer, responsable du Rassemblement national de la circonscription de Dinan, était avec nous en direct ce lundi matin. Je l'en remercie. Très belle journée. Merci, bonne journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.